Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Oussama Abouarab du CHU d'Amiens Picardie pour parler de l'hypertension artérielle en réanimation. Tout d'abord, merci beaucoup professeur Abouarab de nous rejoindre pour parler d'hypertension artérielle en réanimation. Je vais commencer tout de suite par une petite question. Qu'est-ce que l'HTA en réa et quels sont les patients concernés? D'abord, bonjour à tous. Merci au comité réanimation et à toute l'équipe pour l'invitation. Donc, concernant l'HTA en réanimation, euh, on va dire que la réponse est déjà dans le titre, à savoir que c'est une hypertension artérielle qui va être plus grave que celle qu'on peut rencontrer en médecine ou en ambulatoire, et avec une problématique de souffrance d'organes en rapport avec cette hypertension artérielle. Donc, il n'y a pas de définition consensuelle sur ce que c'est l'hypertension artérielle en réanimation, mais il y a quand même des seuils fréquents autour de 180 mm de mercure de pression artérielle systolique et de 110-120 mm de mercure de pression artérielle diastolique. Donc généralement, lorsqu'on vous propose un patient en réanimation avec une problématique tensionnelle, à minima, vous avez des chiffres très élevés de cet ordre-là. Et puis souvent, on vous sollicite puisqu'il y a un impact sur un organe qui inquiète et qui nécessite une admission en réanimation. D'accord. Et quels sont principalement les patients concernés? Alors c'est très variable, il n'y a pas de pathologie spécifique. Selon l'endroit où on travaille et la filière de soins qu'on a, euh, beaucoup, de, beaucoup de filières peuvent être touchées. Donc ça peut aller de la maternité avec l'exemple typique de la prééclampsie. Lorsque l'on est dans un univers plutôt de neuroréanimation, par définition, vous allez avoir l'AVC ou le trauma crânien où il va y avoir des problématiques d'hypertension artérielle à prendre en charge. Dans des réanimations plutôt médicales, vous pouvez avoir des maladies métaboliques, toutes les entités d'anémie thrombopénique ou de MAT ou de SHU qui vont engendrer de l'hypertension artérielle. Vous avez aussi bien sûr toutes les pathologies cardiovasculaires aiguës qui sont pourvoyeuses d'hypertension artérielle, avec en premier lieu la dissection aortique, qui sont donc, comme vous le voyez, des exemples de situations d'urgence et qui sont associées à l'hypertension artérielle. Et quels en sont les mécanismes impliqués? C'est une très bonne question. Donc, je pense que tout le monde est familier en réanimation avec les systèmes classiques hormonaux ou autres de stimulation et d'augmentation de la pression artérielle, à savoir le système sympathique, le système rénine-angiotensine. Il y a des systèmes un peu plus rares à travers les endothelines par exemple ou d'autres mécanismes hormonaux, mais on va dire que principalement tout en haut, le système rénine-angiotensine et le système nerveux sympathique sont les deux voies qui vont aboutir à l'hypertension artérielle. Néanmoins, ce qui est un peu intéressant lorsqu'on regarde quel est le mécanisme de l'hypertension artérielle, c'est qu'on peut un peu vulgariser ou modéliser le mécanisme en fonction de la cause. Je m'explique un peu sur ça. De manière très schématique, si vous avez une problématique cérébrale, ça va aboutir globalement surtout à une stimulation du système nerveux sympathique. Et lorsque c'est un mécanisme rénal, il faut avoir en tête que c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Sachant que lorsqu'on développe un peu plus, l'affaire devient forcément plus compliquée, puisque pour rappel, par exemple, le système sympathique peut et innerve le rein et donc peut aussi stimuler le rein pour sécréter de la rénine-angiotensine. Et à l'inverse, je vous rappelle qu'au niveau rénal, on a plein de mécanismes de stimulation du système rénine-angiotensine par la macula densa, par la sécrétion de rénine et tout ce que ça engendre. Et donc ça finit par avoir un impact au niveau cérébral. Et donc cet axe rein-cerveau est quelque chose qui maintenant commence à être établi. Et il est très rare finalement qu'on ait un mécanisme, c'est quand même souvent une implication de ces deux systèmes. D'accord. Et quelles sont les dernières recommandations sur le sujet? Alors, les recommandations qu'on a ne sont pas forcément des recommandations dédiées à la réanimation, ou pour dire autrement, faites par des réanimateurs. Les données qu'on a ou
les positionnements qu'on a viennent beaucoup des sociétés de cardiologie. Et donc, on a plusieurs configurations. Mais pour essayer d'être un peu schématique et avoir un message très simple, quand vous avez un patient qui a donc, on va dire, une hypertension artérielle aiguë, il a des chiffres qui sont généralement, comme je vous le disais, supérieurs à 180 de systole et à minima au moins 110 de diastole. Les recommandations disent que globalement, il faut essayer de revenir à 140-90 mm de mercure le plus rapidement possible. Alors, ce qu'ils appellent le plus rapidement possible, c'est pas trop rapidement non plus. Il y a l'idée qu'il y a un palier d'abord autour de 160 mm de mercure qu'il faut essayer de stabiliser en 3 à 4 heures et à la fin de la première journée, on va dire, d'arriver à l'objectif de 140-90 mm de mercure. Alors j'insiste quand même sur ces chiffres. Ces chiffres sont vrais, sauf globalement deux maladies ou je dirais 3 maladies où les seuils sont un peu différents. Dans la dissection aortique et le phéochromocytome, les seuils sont plus bas que 140-90. Pour la dissection aortique, on nous recommande plutôt d'être à 120 mm de mercure sur la pression artérielle systolique. Et pour le phéochromocytome, il faut être rapidement inférieur à 140 dans la première heure. Parce qu'on considère que c'est une maladie où le pronostic engendré par la sécrétion engage le patient de minute en minute. Et une autre exception, donc c'est la prééclampsie, où il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le pronostic fœtal qui est en jeu et que donc une hypotension trop accrue peut avoir un effet délétère sur le fœtus. Et donc chez la femme enceinte avec une prééclampsie, il faut plutôt rester autour de 160-110, donc un peu plus haut que le 140-90 qui est recommandé. Très bien, donc là vous avez évoqué un petit peu les spécificités de prise en charge et de traitement. Quelles sont les molécules de premier choix pour le traitement de l'hypertension en réanimation ? Alors c'est une bonne question. Alors le plus important peut-être comme premier message, c'est qu'il faut éviter les diurétiques. Dans l'hypertension artérielle aiguë, ça peut être paradoxal, mais ça peut être des situations d'hypovolémie malgré tout, puisqu'en fait au bout d'un moment, le rein est surstimulé avec une hyperdiurèse non voulue. Et donc le Lasix ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique. Et aujourd'hui, globalement, les classes thérapeutiques qui sont en option, c'est les alpha-bloquants, les bêta-bloquants et les alpha-bêta-bloquants combinés. Donc l'exemple des alpha-bêta-bloquants combinés, c'est le Trandate. En alpha-bloquant pur, vous avez le Présil. Et en bêta-bloquant pur, vous avez deux molécules à votre disposition, qui est l'esmolol et l'andiolol. Sachant que donc, le point commun à toutes ces thérapeutiques, un autre point que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est que c'est des thérapeutiques IVSE. Et comme il y a une nécessité d'être très précis dans le contrôle au départ et d'être efficace et agressif dès le départ, il va de soi que c'est des médicaments qu'on instaure IVSE avec un objectif tensionnel, comme je vous disais, autour de 140-90 mm de mercure. Donc voilà à peu près pour les classes thérapeutiques. Alors après, il n'y a pas de choix qui se dégage sur lesquels utiliser en première intention. Alors il y a quand même, on va dire, un consensus, notamment sur la dissection aortique, où on nous recommande plutôt un bêta-bloquant IVSE en première intention, parce qu'il y a aussi la volonté dans cette maladie de ralentir la fréquence cardiaque liée à des considérations de risque de rupture. Vous avez le phéochromocytome, où on nous recommande en première intention plutôt des alpha-bloquants, puis des bêta-bloquants par la suite. Et dans les autres maladies, on va dire qu'il n'y a pas de préférence. On va dire qu'il est logique que si vous pressentez un mécanisme sympathique prédominant, plutôt utiliser des anti-sympathiques. Et on va dire si c'est rénal, plutôt privilégier les autres classes thérapeutiques, à savoir, j'ai oublié de le mentionner, les dérivés nitrés ou encore les inhibiteurs calciques IVSE, qui sont aussi des médicaments très importants, bien sûr, dans cette classe. Donc, pour résumer un petit peu les classes thérapeutiques, vous avez les alpha-bloquants, les bêta-bloquants, les alpha-bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés. Ce qu'il faut retenir un peu, c'est que vous allez avoir une tachyphylaxie également avec tous ces médicaments au bout d'un moment. Et donc, si vous êtes à des doses, on va dire,
au-dessus de ce qui est recommandé dans les prescriptions du Vidal ou la fiche RCP, il est de bon ton de faire de l'association. Et donc, s'il y a une bithérapie ou une trithérapie, ce n'est pas grave si ce n'est tenté que vous avez atteint l'objectif tensionnel que vous voulez. Mais donc, par contre, gardez bien en tête ce principe de tachyphylaxie quand même de tous ces antihypertenseurs, et donc de rapidement en associer un deuxième, voire un troisième, lorsque vous avez une HTA réfractaire. Très bien. Merci beaucoup, professeur Abourab, et merci pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. Merci.